Bienvenue de nouveau, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. Prenez place, merci. Alors, on a vu ce matin, dans cette première partie, qu'il y a de quoi nous préoccuper, mais il y a aussi de quoi nous réjouir, de quoi espérer. Donc, installez-vous bien, on va essayer de se remémorer ça collectivement, et pour ça, nous allons embarquer avec les citoyens et les citoyennes engagés. Place à la vidéo. Après l'été 2015, on a été très affecté par les images qui étaient véhiculées dans les médias sur l'arrivée des personnes réfugiées en France et en Europe plus largement. Et donc on a voulu s'engager à titre personnel. Je traverse Paris à vélo, je vois des campements de migrants partout. J'ai cette intuition très forte que peut-être parmi eux, au vu des pays de provenance, il y a peut-être des artisans qui vont abandonner leur métier, leur savoir-faire. Et comme ça m'avait vraiment touchée, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. J'arrivais en France. Et je faisais des rencontres de personnes syriennes, aussi beaucoup d'images très négatives, beaucoup de préjugés, beaucoup de fantasmes. Et spontanément aussi, je me suis dit, j'ai envie de raconter une autre histoire, un autre narratif. Le moment fondateur du projet, c'est la première édition du Refugee Food Festival qui a eu lieu en mai 2016, qui a été un immense succès à la fois en termes de sensibilisation mais aussi en termes d'insertion pour les cuisiniers qui ont participé. En 2019, on a monté un organisme de formation dédié aux personnes réfugiées pour leur permettre d'accéder à un diplôme de commis de cuisine en restauration traditionnelle et en restauration collective. Et puis ensuite, en 2020, on s'est mis à produire des repas d'aide alimentaire pour des dispositifs à Paris, portés par des associations de lutte contre la précarité comme les Restos du Cœur, la Fondation Armée du Salut, Emmaüs Solidarité. Un petit souci technique. C'est la parole de Refugee Food qui est trop forte. Voilà, ça fait exploser les gens. Non, merci de votre patience. Ils sont rallumés de lumière aussi, je sais pas. C'est un problème d'écran. On peut combler peut-être l'attente en faisant... Prise de parole, on va voir si c'est rapide ou pas. Est-ce que c'est rapide? Je vais faire un petit, voilà. Alors pour patienter, je ne sais pas si on en a pour longtemps ou pas, je vais peut-être tendre le micro à Rero, comme ça nous permet peut-être d'insister un petit peu sur ce que vous voyez, qui est le fil conducteur de toute cette conférence. Ces mots, Rero, est-ce qu'ils sont là aussi pour montrer à quel point un mot barré, il n'est pas seulement barré, il veut dire beaucoup, il veut peut-être dire encore plus que s'il n'était pas barré. C'est ça votre travail? Complètement. Venez là. Et vous nous interrompez, C'est donc, c'était pas prévu que ça soit à ce moment-là. Ou alors on l'a très très bien fait pour justement permettre d'expliquer un petit peu. Donc à l'invitation d'Amandine, donc Art for Action, et d'Agnès de la Fondation BNP Paribas, quand elles m'ont invité à comment dire, habiller un lieu où on se pose des questions, j'ai tout de suite dit oui. J'ai voulu investir donc la scène. Vous verrez, il y a plusieurs tableaux, dont Where are we going? Et à chaque fois qu'il y a des questions qui sont soulevées, je viens, donc moi c'est une barre, mais c'est aussi, ça peut être un trait d'union, questionner et essayer de trouver des réponses. On a vu que sur la question de l'immigration, on a dit crise, et simplement, alors je retiens aussi le mot qu'on dit, finalement il n'y a pas de crise. C'est inhérent à l'humanité en fait, de bouger, d'être toujours en mouvement. Et en fait, donc s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, mais donc s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème non plus. Ça renvoie à Paul Watzlawick, qui disait des fois quand la solution est le problème. Et ici, en fait, j'invite les gens, à tous qui sont ici présents, mais je pense qu'on est déjà dans un public convaincu, c'est de changer de point de vue et de se dire que peut-être que le problème qui n'est pas un problème, mais qui est inhérent à l'humanité, peut devenir une solution
et aussi quelque chose de positif en fait, et se dire que de toute façon dans notre histoire, on a toujours bougé, et ça a été pour des choses plutôt positives. Donc si à l'heure actuelle, on est en train de se remettre en question un droit fondamental de l'humanité, on va droit dans le mur. Et donc c'est simplement, je demande oui, enfin bref, je ne vais pas être trop plus long, mais en même temps, c'est vrai que si l'écran est revenu, donc je peux, voilà. Et en fait, normalement, ça sera pour la conclusion peut-être, parce que donc j'interviens sur la scène là où les questions se posent, mais j'aimerais aussi continuer le débat à l'extérieur. Et quand j'ai visité le théâtre de Chaillot, je me suis dit qu'on avait une vue aussi privilégiée sur l'extérieur, et comment ce qu'on a analysé, soulevé comme débat ici, le faire face à la Tour Eiffel, qui a aussi eu une bonne métaphore de qu'est-ce qui était peut-être dérangeant à une époque et qui finalement on a changé d'opinion, changé de regard, et on a commencé à voir la Tour Eiffel autrement. Et peut-être qu'on verra la question migratoire de la même situation si on arrive à avoir ce tipping point, alors j'en dévoile un tout petit peu, mais ce changement de regard, de bascule sur cette question-là. Voilà, je rends Mais c'était très important de le dire, même à ce moment-là. Et c'est vrai que Rero n'a pas tout dévoilé. Et comme ça, on fait un peu de suspense. On vous garde une belle surprise tout à l'heure dans le foyer au moment du cocktail. Comme ça vous forcera à rester avec nous jusqu'au bout de notre réflexion, jusqu'au moment du cocktail. Vous aurez une belle surprise. Alors, je regarde Agnès Beccaria, on l'a cité. C'est bon, ça repart, les images. Merci au reportage donc, sur 3 acteurs importants. Les images qui étaient véhiculées dans les médias sur l'arrivée des personnes réfugiées en France et en Europe plus largement. Et donc on a voulu s'engager à titre personnel. Je traverse Paris à vélo, je vois des campements de migrants partout. J'ai cette intuition très forte que peut-être parmi eux, au vu des pays de provenance, il y a peut-être des artisans qui vont abandonner leur métier, leur savoir-faire. Et comme ça m'avait vraiment touchée, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. J'arrivais en France et je faisais des rencontres de personnes syriennes. Aussi beaucoup d'images très négatives, beaucoup de préjugés, beaucoup de fantasmes. Et spontanément aussi, je me suis dit, j'ai envie de raconter une autre histoire, un autre narratif. Le moment fondateur du projet, c'est la première édition du Refugee Food Festival qui a eu lieu en mai 2016, qui a été un immense succès à la fois en termes de sensibilisation mais aussi en termes d'insertion pour les cuisiniers qui ont participé. En 2019, on a monté un organisme de formation dédié aux personnes réfugiées pour leur permettre d'accéder à un diplôme de commis de cuisine en restauration traditionnelle et en restauration collective. Et puis ensuite, en 2020, on s'est mis à produire des repas d'aide alimentaire pour des dispositifs à Paris, portés par des associations de lutte contre la précarité comme les Restos du Cœur, la Fondation Armée du Salut, Emmaüs Solidarité. Notre mission, et notre mission aussi, notre raison d'être à la base, c'est vraiment d'essayer de faire évoluer les regards sur les personnes réfugiées. Et ça a été ça notre moteur aussi en 2015, c'est de se dire ce qu'on voit, ce qu'on entend ne correspond pas à la réalité. De rappeler aussi que l'histoire de notre pays, que l'histoire de France et l'histoire de la cuisine française, c'est une histoire de migration. En fait, on avait vraiment le sentiment que la France n'était pas au rendez-vous de cette hospitalité. Et on s'est aussi dit que notre génération devait à son tour se bouger. Quoi de mieux que la cuisine pour rassembler et pour parler le même langage en fait. Parce qu'il y a un moment, on a tous besoin de manger 3 fois par jour. Et c'est un point de rencontre qui met un peu tout le monde à égalité et qui permet de valoriser les cultures, les patrimoines, les savoir-faire, etc. Je sais ce que c'est d'arriver dans un pays étranger et de ne pas connaître la langue, de ne pas avoir les codes et combien il est fondamental pour s'y intégrer de pouvoir s'y projeter. Et j'ai tout de suite eu cette volonté de vouloir faire quelque chose pour permettre à ces personnes justement de s'intégrer, de rencontrer les personnes du pays dans lequel ils arrivaient et de pouvoir se projeter pour pouvoir s'intégrer. Kodiko, ça veut dire code en grec, parce que ce qu'on veut, donc du coup, c'est transmettre les codes pour que la personne puisse s'intégrer en France, parce que sans les codes, sans la connaissance du marché du travail, des outils, c'est très compliqué en fait de retrouver un travail.
En fait, vous imaginez un professionnel réfugié, un professionnel salarié, et ensemble, ils travaillent sur la réalisation d'un projet professionnel. Mais ce qui est hyper important, c'est qu'il y a cette relation en fait, d'égal à égal qui fait que ça fonctionne, parce que quand on dit égal à égal, ça veut dire que les deux personnes en fait, vont en tirer profit. La personne réfugiée parce qu'elle va mieux comprendre le marché du travail, apprendre la langue. Et puis la personne salariée, le professionnel qui va l'accompagner, qui va questionner ses pratiques, qui va découvrir une autre culture professionnelle. C'est nécessaire de se réaliser professionnellement sur quelque chose qu'on a choisi pour pouvoir s'intégrer dans le pays d'accueil. En fait, c'est plutôt une histoire personnelle qui m'a conduit à créer la Fabrique Nomade, puisque c'est à l'âge de 35 ans que je tombe complètement par hasard sur les broderies de ma mère. Un métier qu'elle a exercé dans son pays d'origine et que j'ai découvert complètement par hasard. Plus qu'une surprise, ça a été presque une prise de conscience de ce que veut dire la migration et l'exil, c'est-à-dire cet oubli de soi et arriver dans un pays où on ignore tout et où on repart complètement à zéro, et cet effacement aussi. Et ça m'a touchée, ça m'a tellement touchée qu'il y a eu vraiment presque un sentiment d'indignation sur le fait qu'elle avait un savoir-faire et elle aurait pu, grâce à ce savoir-faire, trouver une place dans la société française qu'elle n'a pas vraiment trouvée. Il n'existe rien en 2015, donc je vais créer une solution qui va permettre aux artisans de valoriser à la fois leurs compétences, mais aussi de les adapter au marché français. Et la chance en fait, de l'artisanat, c'est qu'à travers les mains, à travers le geste, voilà, c'est un langage universel qui dépasse toute barrière culturelle, linguistique et politique aussi. Et on voit à quel point c'est enrichissant des deux côtés. Merci. Alors j'invite pour continuer cette conversation à venir me rejoindre Enna Deltawil, Ekram Bouktan, Alina Kokenko Parandi. Rejoignez-moi. Bruce Rock et aussi Rosavar. Merci beaucoup. Alors ce que nous venons de voir, c'est l'engagement fort et tenu dans le temps de fondatrices, de fondateurs d'associations qui ont lancé leurs initiatives en 2015. Des initiatives qui mettent tout à l'honneur la richesse de l'échange, de la mixité entre les parcours, entre sociétés d'accueil et réfugiés, et tout souligne les bienfaits de cette réciprocité. Donc nous les saluons. Ils sont avec nous aujourd'hui, Marine Mandrila et Louis Martin, Inès Mesmar, Cécile Pierre-Achiver. Vous pouvez vraiment les applaudir, tous leurs collègues aussi. Mais vous pouvez aussi applaudir, et nous tenions aussi à le dire, toutes les forces vives des autres associations qui continuent, elles aussi, d'agir au quotidien avec beaucoup de détermination dans des circonstances vraiment très contraignantes, avec aussi des moyens considérablement réduits. Bravo, un immense bravo à elles aussi. Alors malgré cet environnement qui se resserre, une chose tient bon, résiste, c'est la solidarité, c'est l'engagement, c'est celle de milliers de citoyens, c'est celle de villes, d'associations comme on l'a vu, d'universités, de fondations, d'entreprises aussi, mais aussi des réfugiés, des personnes exilées. Et donc 10 ans après la crise, entre guillemets, c'est surtout cette force collective que nous souhaitions mettre à l'honneur, et en particulier la contribution plurielle des réfugiés, chose que nous allons voir ensemble. Alors je me tourne tout d'abord vers vous, Ekram Bouktan, peut-être rebondir un peu sur ces différents aspects de la vidéo, très riche, mais selon vos travaux de recherche, qu'est-ce qui détermine finalement l'impact et l'intégration des réfugiés dans la société d'accueil? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut le mesurer? On en a parlé un petit peu en début de matinée. Merci à vous. Merci. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, et je suis ravie de partager avec vous également au moins le point de vue de la recherche, en fait, les travaux qu'on effectue sur les questions d'immigration et d'asile. Peut-être en fait commencer par dire pourquoi les économistes s'intéressent en fait à cette question de l'impact économique des réfugiés.
Donc l'immigration est un thème de recherche en sciences économiques. Il y a de nombreux travaux qui traitent à la fois de l'effet sur le marché du travail, l'effet sur la croissance et l'effet sur les finances publiques. Et isoler les implications des politiques migratoires ou des politiques d'asile parmi tous les autres facteurs qui influencent l'économie n'est pas une tâche facile. C'est pour ça qu'on a besoin de travaux de recherche pour l'effectuer. Et j'aimerais aussi, puisque si on parle aussi des réfugiés, rappeler peut-être une banalité, c'est que ce n'est pas le fait, lorsqu'on observe des personnes qui sont relativement en situation moins favorable sur le marché du travail et moins favorable en matière de rémunération, cela ne veut pas dire que leur impact économique est négatif. C'est pour ça que ce point-là est relativement important. C'est pour ça qu'on considère en fait dans la recherche en économie l'immigration dans son ensemble. Et pourquoi on considère l'immigration dans son ensemble et qu'on n'arrive pas nécessairement, on s'intéressait pas nécessairement aux catégories de migration telles que vous les vivez tous les jours dans vos actions. C'est simplement que les données disponibles, généralement, elles distinguent les individus lorsque l'information est disponible par le pays ou la nationalité. Et dans certaines enquêtes, on peut avoir également la question de l'année d'arrivée dans le pays. Mais il est très rare de trouver des sources d'informations fiables permettant de demander quel est le motif d'arrivée dans le pays ou quelle est la catégorie administrative d'entrée. C'est la raison pour laquelle les données qu'on manie, les informations dont on dispose, concernent l'implication de l'immigration dans son ensemble. Et je commencerai par rapidement par le résultat principal auquel aboutissent ces travaux qui sont réalisés en sciences économiques, c'est que contrairement aux idées reçues, ce que démontrent en fait plus d'une trentaine de travaux qui ont porté sur les pays européens, soit pris individuellement, soit pris dans leur ensemble en moyenne, c'est que d'abord, on a plutôt des effets qui sont positifs sur l'économie dans son ensemble, lorsqu'on regarde les indicateurs qui sont liés à la croissance économique. On a plutôt des effets qui sont neutres sur les finances publiques, lorsqu'on considère l'immigration dans son ensemble. Et sur le marché du travail, on a plutôt des effets qui sont positifs. Et donc, d'un point de vue économique, sous le prisme de l'économie, si vous voulez, la question migratoire ne pose pas les mêmes enjeux qu'on peut trouver d'un point de vue politique ou sur les autres domaines. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des pays qui ont toujours eu des besoins de main-d'œuvre, parce qu'on a la chance d'avoir des pays qui ont des croissances dynamiques, avec des populations qui ne sont pas si nombreuses que cela, et dans des pays dans lesquels on a des besoins de main-d'œuvre dans tous les secteurs, que ce soit des secteurs à haute valeur ajoutée, que ce soit dans des secteurs à faible valeur ajoutée, et que dans la population est en moyenne très bien éduquée et que effectivement on a une faible croissance naturelle de la population, c'est plutôt effectivement l'arrivée de personnes en âge de travailler, c'est plutôt positif pour l'économie. Concernant les réfugiés plus particulièrement, les réfugiés, les travaux en économie n'ont pas considéré spécifiquement les réfugiés pour une raison simple, c'était simplement l'accueil de ces personnes qui fuient les conflits ou les persécutions se fondent d'abord sur des conventions internationales. Et du coup, et par ailleurs, donc il n'y avait pas une question est-ce qu'on accueille ou pas des réfugiés pour des raisons économiques. Donc la recherche en économie se focalisait plutôt sur l'immigration, le recrutement de travailleurs étrangers pour répondre aux besoins du marché du travail et les familles qui les accompagnent, et c'était ça effectivement le sujet pour la recherche en économie. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'en 2015, la question économique est montée effectivement dans le débat, et on a commencé à s'interroger sur cet impact économique des réfugiés. Et les travaux qui existent à ce jour sur ce sujet-là ne montrent pas que ces flux-là se sont traduits pour une charge pour l'économie européenne dans son ensemble. Plus précisément, lorsqu'on a regardé sur plus de 30 ans, les flux de demandeurs d'asile qui sont arrivés dans les pays d'Europe de l'Ouest, qui accueillent plus de 80% en fait, de demandeurs d'asile, et qu'on a pris le temps long, ce qu'on constate effectivement, c'est que l'effet est plutôt neutre à l'échelle macroéconomique, que ce soit sur les finances publiques, lorsqu'on prend à la fois l'impact sur les recettes et à la fois l'impact sur les dépenses,
et que ce soit sur le marché du travail ou sur la croissance économique. Le point important, et je terminerai là-dessus, c'est qu'il ne faut pas prendre en compte, en fait, faut pas considérer le simple coût budgétaire de prise en charge immédiate et de s'arrêter là lorsqu'il s'agit d'analyser les implications des réfugiés. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce coût budgétaire à un instant T ne présume pas de toutes les interactions qui vont exister dans l'économie par la suite. Ces personnes, elles arrivent, elles ont besoin effectivement d'une prise en charge qui est particulière. Et au cours du temps, elles vont s'intégrer socialement et économiquement. Et c'est dans le temps long qu'on pourrait mesurer et évaluer leur contribution à l'économie. Merci. Merci beaucoup, Ekram. Merci beaucoup, Ekram. Donc oui, effectivement, et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que plus on investit tôt dans l'accueil, plus effectivement on peut avoir un effet de l'accélération, et notamment sur le marché du travail. Je me tourne vers vous, Bruce, du point de vue qui est le vôtre, de votre fenêtre d'observateur d'employeur. Comment vous percevez, vous, la contribution des personnes réfugiées, notamment au sein de l'entreprise ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Guten Tag, Slava, Salam. Je pense que quand on est un acteur de l'emploi, comme Adecco, on a une immense responsabilité. Un contrat de travail, ça lie. C'est aussi un catalyseur pour une normalisation dans les esprits de tout ce qui peut être fantasmé. Et j'avais insisté sur cette prise de parole, sur la prise de risque en fait, qu'on doit avoir nécessairement et qu'on peut avoir ensemble. Mon entreprise, j'ai de la chance, elle a une baseline anglophone formidable, Make the Future Work for Everyone. On met à l'emploi l'année dernière en France, je vais donner l'exemple pour la France, mais je peux extrapoler aussi sur l'international. En France, on a mis à l'emploi naturellement 6700 personnes réfugiées en 2024. Si on additionne à ça nos activités d'insertion par l'économie, qui vont faire des parcours de montée en compétences, c'est à peu près 1600 personnes supplémentaires qui vont acquérir des compétences et qui vont être normalisées dans l'emploi avec des activités qui ne s'appellent pas Adecco, qui s'appellent Humando et les autres structures du réseau Adecco Inclusion. Au niveau international, c'est 30 000 personnes réfugiées qui vont trouver un emploi par an en 2024. Je n'ai pas encore les chiffres 2025. Et tout ça, ça vient contribuer à une normalisation de la valeur économique des personnes réfugiées qu'évoquait Ekram. On est dans des sociétés où on se plaint d'avoir des pénuries de compétences, des pénuries de talents. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on a des personnes qui sont disponibles dans le pays, qui ont un permis de travail, parce que le statut de réfugié permet de travailler, du moins en Europe, facilement. Il faut réussir à dépasser un certain nombre de barrières qui peuvent être la langue, le logement, et dans les grandes métropoles, c'est un sujet, la santé mentale, qui sont des sujets à prendre en compte pour n'importe quel collaborateur dans une entreprise, donc a fortiori pour les personnes réfugiées. J'en passe et des meilleurs, la mobilité, l'éducation. Oui, évidemment, mais on a des personnes qui sont disponibles et disposées à travailler. Et donc, pourquoi se priver ? Donc, une fois qu'on a fait le premier effort, on va réussir à dédramatiser. Parce que bien souvent, on a des personnes, voilà, les fantasmes de la société, une fois qu'on a des individus en face de soi, c'est tout de suite plus simple, c'est tout de suite plus naturel d'échanger avec l'autre. Le rapport à l'altérité est complètement changé une fois qu'on a ce quotidien, qu'on a la prise sur le réel. Et qu'on fait les mêmes tâches, qu'on partage des moments, qu'on mange ensemble, comme évoquait la vidéo tout à l'heure. Et ça, je pense que c'est un des éléments fondamentaux. Ensuite, c'est se dire qu'on n'est pas seul quand on est une entreprise et qu'on prend un engagement comme celui qu'on a pu prendre avec l'Alliance TENT, un partenaire international de notre groupe. Quand on prend un engagement de mettre à l'emploi 85 000 personnes sur 5 ans et en faire monter en compétences 17 000, on ne peut pas le faire seul. On le fait avec d'autres entreprises. De l'importance de ces alliances, on peut le faire naturellement, on peut le faire avec des parcours de montée en compétences. On doit le faire avec la société civile, avec des ONG, avec le secteur public de l'emploi qui va également s'occuper du premier accueil. Et puis avec, je
dirais, des individus qui vont se motiver parce qu'il y a un intérêt. C'est gagnant-gagnant dans tous les sens. Voilà. Je peux conclure en évoquant la logique de parcours. Et ça fonctionne, il faut acculturer à l'intégration professionnelle dès le premier accueil, parce que ça va participer à une bonne compréhension des modalités. Et donc, il y a un certain nombre de structures associatives qui vont faire le job. Je salue les camarades de France Terre d'Asile, les Weavers, Codico et consorts qui œuvrent au quotidien. Et on peut le faire dans tous les secteurs d'activité. Ça, je crois qu'il faut vraiment arrêter d'essentialiser les réfugiés à certains métiers. Ça peut être sur tout type de poste, toute fonction, tout secteur d'activité, parce que les personnes réfugiées, c'est d'abord des personnes. Merci beaucoup. Oui, c'est une affaire collective, encore une fois. Le monde des associations, des fondations, Fondation Tent, qui a été nommée, et aussi, bien sûr, le monde de l'entreprise. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Ro. Vous êtes entrepreneur, un entrepreneur aguerri, aussi très engagé. Vous avez été le président de Singa France et ensuite de Singa Global. Vous êtes vous-même un exemple d'entrepreneur et vous avez pu mesurer de près, je pense, l'apport des entrepreneurs exilés, notamment en France. Il y a beaucoup d'obstacles aussi pour ceux exilés qui veulent entreprendre en France. Je pense que vous travaillez sur l'un d'entre eux. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus, et notamment sur votre dernière solution que vous avez élaborée. Merci. Bonjour, merci pour ce moment, parce qu'en fait, c'est pas évident dans le climat actuel de rester positif et motivé en fait sur nos sujets. Et vraiment, on avait besoin à la fin de l'année de voir autant de personnes engagées. Donc je remercie sincèrement la Fondation BNP et Synergie Migratoire de nous avoir réunis. On avait besoin. Il y a un écrivain iranien qui dit on peut être fier de son passé de pauvre quand on ne l'est plus. Et c'est un peu mon cas, c'est-à-dire je parlais avec les amis de la France Terre d'Asile. Je suis arrivé en novembre 2009 en tant que réfugié dans une journée pluvieuse et je suis atterri dans un centre d'accueil de la France Terre d'Asile à Créteil il y a 16 ans. J'ai passé des moments difficiles. Je me suis retrouvé plusieurs fois sans papier, sans logement, et alors que j'avais en fait un passé professionnel, entrepreneur, journaliste, mais en fait la précarité était comme un shadow qui me suivait, qui me suit même parfois jusqu'à aujourd'hui, parce que ce statut d'immigré et de réfugié. Mais pourtant, en fait, avec beaucoup de soutien dans mon entourage, on a parlé de Singa, d'autres organisations, j'ai pu continuer d'abord mon parcours de journaliste, mais aussi après faire un switch sur l'entrepreneuriat social et pour m'engager en fait sur un sujet qui me tient personnellement à cœur. Et à un moment donné, en fait, j'ai dit j'ai un talent. Je peux aider beaucoup de gens. Quand j'étais président de Singa, ça ne vous a pas échappé que je n'étais pas en première ligne. J'étais toujours en soutien. Je suis toujours en soutien. Mais en fait, j'étais professionnel sur un autre secteur qui était l'intelligence artificielle dans les médias. Et quand il y a eu le moment ChatGPT, vous allez dire, mais qu'est-ce qui va nous sortir avec ça? Mais 2 secondes. J'ai eu une confiance en soi, en moi, en disant, en fait, tout, parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années, à peu près 4-5 ans, sur le sujet. Et quand il y a eu le succès de ChatGPT, avant, moi, je pensais que
je suis vraiment... est-ce que je suis nul? Est-ce que je suis un peu perché? Est-ce que je suis vraiment à côté de la plaque? Et j'ai réalisé que non, en fait, là, ce sujet sur lequel je travaillais pendant des années, et la solution que je travaillais là-dessus était très pertinent. Et ça m'a donné beaucoup de confiance en soi en disant, OK, bon... t'es pas fou, même si l'entrepreneuriat demande vraiment un degré de folie, mais tu peux en fait t'investir en fait dans un sujet et faire la différence sur un sujet qui te tient à cœur, qui est en fait l'immigration pour moi et surtout l'inclusion bancaire et financière. Oui, peut-être en 2 mots justement sur cette solution particulière. Oui, et donc j'ai créé avec beaucoup de soutien évidemment une fintech, une néobanque qui pour les personnes immigrées. Qui est comme en fait j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit Brice sur la normalisation des personnes immigrées, travailleurs immigrés. En fait, il est normal que les personnes immigrées aussi aient une offre bancaire, financière, et un accès normal. Donc, j'ai créé ça. En fait, c'est comme Revolut, comme Nickel, comme les autres solutions bancaires digitales, mais qui est vraiment adaptée à 100% pour les personnes réfugiées, particulièrement sur le marché du travail. On a une spécificité, c'est qu'en fait, on n'est pas en B2C direct, on est en B2B2C. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les gens peuvent ouvrir un compte chez nous avec un sponsorship de soit leurs employeurs, soit leur université, école, soit leur ONG, association qui les accompagne. Et tout ça, c'était pas évident. Maintenant, en fait, ça roule. On a beaucoup, surtout en fait, des entreprises qui travaillent avec nous. Mais ça, c'était vraiment très, très complexe. Il y a 4 ans, quand j'ai commencé faire ça, déjà, moi, je viens pas du milieu de finance, même si après 4 ans, je peux prétendre aujourd'hui que je suis devenu un expert sur FinTech et inclusion, et HR Tech aussi, parce qu'on travaille avec beaucoup d'entreprises, mais des soutiens institutionnels, c'était quelque chose qui me manquait. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de subvention publique à part le ICR, le Fonds d'innovation de SR, et tous nos financements, on a levé 1,4 million financements privés, sont que de privés. Et on en a besoin effectivement des financements à l'heure actuelle, mais c'est aussi une histoire de constellation d'acteurs et de soutien. On y reviendra peut-être un petit peu après. Je rappelle aussi que dans les mesures qui sont faites pour les entrepreneurs exilés, il y a aussi des fondations, la Fondation Généralise, le Human Safety Net, et puis voilà, des déclinaisons avec Singa, avec la Ruche, qui permettent aussi d'accompagner, et donc des solutions qui sont innovantes et que vous développez aussi pour l'accès au compte bancaire. Merci beaucoup, Ro. On reviendra et sur la BNP aussi nous a accordé un prêt. Et beaucoup d'autres acteurs du monde des banques et aussi des entreprises. Merci beaucoup. Merci, Ro. Alina Kokenko-Parandi, je voulais me tourner vers vous parce que vous avez vécu, vous aussi, et de façon récente, les enjeux de l'intégration. Et vous vous êtes engagé très tôt, dès votre arrivée à Bruxelles, en Belgique, en 2022, pour soutenir tant d'autres. Vous avez joué un rôle clé dans l'accueil et l'intégration des déplacés ukrainiens, en confondant Ukrainian Voices Refugee Committee. Peut-être partager avec nous cet apprentissage qui a été le vous tiré de ce dispositif si spécial d'accueil, d'intégration sur mesure, et qui reposait aussi sur une forte mobilisation de la communauté, une réponse à part entière. Merci.
Yeah, you need the mic. Merci beaucoup pour question. Thank you so much for this opportunity to be in here and share with all of you my experience as a refugees in Belgium. I'm a mother of a wonderful girl, and I arrived with her and with my mom, so I get challenged to deal with the integration of two generations, very young and quite older. And what I would like to start with, nobody teach you how to be refugees, okay? And second, it's that people are matter. Because if people are not matter, we will never be here together today. And we always start with the care, and the care shows through the action. So actually, this is how we create Ukrainian Voice Refugee Committee with the huge support of UNHCR, Belgium, Luxembourg, and the government of Brussels region. Actually, in that moment, UNHCR was kind of like mediator, like a bridge in our communication between Ukrainian community and authorities. So what the very important, that temporary protection directive opened a lot of benefits to Ukrainian community, but you have to understand that actually most of these benefits are kind of mirage because you don't know how to get access for this. With the temporary protection directive, the main words here is temporary. So in very short period, you have to understand how to get your documents, how you get your permit for staying in Europe. Sometimes it takes too much time. We have volunteer here from Ukraine that's still waiting for 7 months, I think, already, to permit to stay in Europe. Also, it's quite risky for employee to give you the work contract because you have only 1 year of permit. The same for the renting the apartment, for example. You can't do that. So what we create and what we start with them, it's a simple information session for refugees or beneficiaries of temporary protection, as you want, how to navigate. So we want to avoid the house of this huge fleet of Ukrainians in Belgium, and we start to create information session of the topic of housing, crisis housing, how to get the access to the shelters, how to navigate and how to communicate with the commune and CPS, with the authorities, how to get access to the health, social protection, education, and market of labor markets. And I think you did that for Ukrainians, but for a broader... I will be there, yes. For today, so we start this project in summer 2022, and today we have community center that open for 10 different communities in Brussels region. We have shelters that cover 700 people, 22 different communities we support, and we see how people who get at least little understanding of how they can be useful or how they can get access to the labor market, they go through that. They try to do a lot of activities, a lot of action. They search for the information just to get this permit for 5 months to be able to work, or at least to learn French or Netherlands, the language in Belgium that you have to know if you want to get a job. So it's quite, big challenge. It's quite a lot that you accomplished so far, but you also have, I think, a new initiative. I will just turn back to French. Vous êtes à la tête d'une nouvelle initiative, Get Ready for Europe, to do even more, to prepare Ukrainians, just to get ready to arrive in Europe. Maybe you can tell us a few words? Actually, the Get Ready for Europe, it's an educational initiative that will explain refugees how to navigate in the
in Europe. What the cultural and historical background, because unfortunately we have so many misunderstandings from the very beginning, because we have kind of cultural misunderstanding. When Ukrainians talk to Belgian people, we are very rude and too pushy. So, you can imagine. The second is we have, in each country, I believe, we have a lot of amazing initiatives that provide for refugees and migrants and beneficiaries of temporary protection different tools to the access of labor market. But we have gap between the migrants and between those initiatives. They don't know how to find each other. So we would like to create kind of like roadmap for those who search for the job, and explain how to do so, explain how to upskill and reskill themselves based on the diploma that they receive, or to learn maybe new profession. And we don't want to talk only about the blue-collar job. We want to talk about high-quality job, because the refugees deserve this. Thank you so much. It sounds like a great initiative and a great solution. Thank you for this incredible commitment. Enad Altawil, vous êtes le porte-parole pour la diversité et la lutte contre les discriminations pour le Parti des Verts à Berlin, Grüne Berlin. Comme Alina, vous vous êtes engagée très tôt, en fait, depuis la Syrie en arrivant en Allemagne. À peine un an après, vous étiez très jeune, une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager aussi vite, aussi jeune, en politique, depuis cette nouvelle terre d'accueil, l'Allemagne? Yeah, thank you very much for having me here. I arrived to Germany in 2016 and been a member of the Green Party since 2017. And I think the story has to do with as I learned German. I arrived 2016. I didn't speak any word in German. And I wanted to learn the language very fast to integrate in the society, and I started doing German classes, but I also heard a lot of German radio. It's called Deutschlandfunk, and I heard it every day. I didn't understand everything, but I thought, okay, when I hear the language, I can speak it better. And when you hear the German radio, you learn very fast about the German political system, the party, and one day I learned also that you don't have to be a German citizen to engage in a political party. And I thought, okay, I'm now here. I see Germany and Berlin as my home. I come from a dictatorship. I know that you cannot take democracy for granted. You have to work for it. So why not? I go to a meeting of the Green Party, and this was 1 year after I arrived. I went before of the federal election 2017 to a meeting of the Green Party. It was a good meeting, and I thought, okay, I want to be part of this party. Then I became a member of the party. I started working for the people there. 2019, I thought, okay, I'm 2 years now here. I speak the language well. I'm studying. I want to do more. So I became a member of the board. The members of the party in my district in Friedrichshain-Kreuzberg. I don't know if you know it. It's in Berlin. It's a very nice district, and elected me as a member of the board. And 2 years after being member of the board in this district, I was elected as a member of the board in Berlin for the Green Party. The Green Party in Berlin is one of the biggest parties. We have more than 18,000 members. We were also for a lot of years a member of the government in Berlin, and I'm now since 4 years a member of the board in Berlin. And since 1 year, I have the German citizenship, so I can also... Thank you very much. So you can engage in a political party in Germany before you are a citizen, but to be elected for a parliament or for a state position, you have to have the citizenship. Since 1 year, I have the citizenship, and since 3 weeks, I am a candidate for the Berlin Parliament. And if elected... Ouais, on peut l'applaudir. Hein. Thank you very much. Bravo. Yeah, and if elected, I would be the first person who came to Germany after 2015 and elected in the German parliament. My district is Friedrichshain-Kreuzberg. We are now #1 in the polls. I'm very willing to
give everything that I can elected, and that we can also do the policies that we fight for, or that I fight for since 8 years in the parliament in Berlin. Berlin's Mandani. Well, congratulations for that. So, justement, depuis ce nouvel espace démocratique, from this new democratical space and freedom in Germany, how did you contribute? Comment vous avez voulu contribuer concrètement, en fait, aux propositions politiques qui peuvent toucher des sujets comme la question migratoire-réfugiée, mais aussi des sujets beaucoup plus larges qui concernent, en fait, tous les Allemands et les Allemandes? If you can give example. All of them, everybody. All of them. Yes, so I can start with something that about migration, something that we fight a lot for it, and like I am in like a candidate in Friedrichshain-Kreuzberg, and it's a very diverse district where we have like 40% of the people who don't have a German citizenship, as I was for 1 year, and we are fighting to give these people the right to vote in the district and in the election for Berlin. And I think a lot of people ask me why there is not a lot of refugees or a lot of migrants in the political party. And I think because a lot of them don't have the right to vote, and you don't have a lot of role models, this is some of the reasons why they don't engage, and we want to change it. I fight for this policy to give everyone who live in Germany, because everyone is affected by politics. So I think democracy, everyone should have the right to decide. This is something that we fight for, but I want also to talk about a thing that you talked about. Like, there is a lot of people in this political climate in Germany that tell us the whole time, why don't you work? Why don't refugees work? Why don't people who came to Germany work? And it's not very easy to have a work permit. So if you arrive to Germany as a refugee, you don't have directly a work permit. And we are fighting to change this in Berlin, to give the people directly a work permit, so they can, or they have the possibility to work. We are also fighting that the accommodation of people not be central in a place where 10,000 people live, but in a lot of places, so they can better integrate in the society. This is some of the things that we are fighting for the migrant community, but I'm also a candidate in a district, and I fight for good policies for everyone. And we have a huge problem in Berlin and in Friedrichshain-Kreuzberg with very high rents. And we are, for example, fighting for a rent cap. So if you have an apartment in Berlin, you cannot ask people to paying 3,000 euros. It must be in the average of the other apartments in this neighborhood. And also we are fighting for a better digitalization. I do politics, but I'm also a software engineer. Yep. And a lot of hats. A software engineer, and I don't want only to do migration policies, I do also digitalization policies, and we are also fighting, or we talked about it, that in Ukraine, for example, it's much better than it is in Berlin in terms of digitalization. We are also fighting that you can do everything, or every connection to the state that you have to do it digitally, and this would help everyone, but it would also help refugees, migrants, because I talked about it, a lot of people tell, go to work, why you don't work, why don't a lot of people work? Some people don't have the permit to work, and other people who don't want to have it need to wait 6 months in Berlin to get an appointment. So we are fighting to make this digital. You can have it online in 2 minutes. This would be a win-win situation for everyone. Yeah, fight for the greatest number. Merci beaucoup. Vraiment un combat pour le plus grand nombre. Merci beaucoup, Enad. Juste peut-être 2 petits mots de la fin avant de prendre quelques questions. Alina, peut-être juste pour conclure 2 mots. Dans la période d'accélération qu'on vit, quel regard vous portez sur l'Europe et la place des réfugiés pour son avenir, juste en 2 mots?
into words. We have to find a way how to give access to the labor market to refugees. Into words. You know, we start our project with the kind of title, No Decision for the Refugees Without Refugees in the Room. I think it's very beautiful, a bit romantic, but very beautiful title. So we have to follow it. You know, we have to create dialogue with the refugees to understand the needs, priorities, and go through for this. Thank you. Yeah, thank you so much. And Rome, peut-être un dernier mot de la fin, justement sur cette notion aussi de participation des réfugiés. Key points, des actions à recommander, à nous partager. Dans un premier temps, il faut surtout parmi les acteurs du secteur, et je pense que c'est vraiment le cas quand je compare avec il y a 10 ans, il y a 15 ans, de penser des personnes immigrées, des personnes réfugiées comme une partie importante de la solution. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Sinon, en fait, on est nous-mêmes en fait dans une mentalité. Oh là là, on est seulement en train de gérer des problèmes et on est que en train de donner et on n'est pas ouvert à. J'ai beaucoup aimé dans le témoignage de Cécile ce côté de pair à pair. Donc là, les acteurs du secteur doivent avoir en fait et je vous invite sincèrement de être beaucoup plus proactif sur cet aspect-là. Après, les personnes immigrées n'attendent pas qu'on leur tend le bras. Je vois qu'il y en a qui sont vraiment actives. Par exemple, là, on a presque monté avec beaucoup de chercheurs qui ne sont pas experts sur le sujet des migrations, mais qui ont sur les sujets de communication, entrepreneuriat, de business, etc., qui ont commencé des travaux intersectionnels sur l'immigration, c'est-à-dire entrepreneuriat, immigration, communication, immigration, mais avec le point de vue des personnes immigrées. Et parce qu'en fait, ce qui est très dérangeant pour, par exemple, moi-même, c'est que je vois qu'à la longueur de la journée, on parle de nous, mais sans nous. J'ai participé au débat sur la loi d'immigration au Sénat et à l'Assemblée nationale. Au-delà du fait que en fait, le débat était horrible, vraiment, et les sénateurs, en fait, c'était un open bar, des mots vraiment horribles sur nous, violeurs, en fait, vraiment, je ne veux même pas faire réfléchir à ça. Mais en fait, même parmi les gens qui étaient pour en fait, une ouverture, les gens de la gauche, du centre, notre point de vue était complètement absent et nous-mêmes, on était absents. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on a décidé collectivement d'attaquer, à la fois sur le côté de la réflexion. Donc, il y a un petit cercle qui s'est réuni très récemment, et aussi les entrepreneurs, pas seulement en fait des entrepreneurs nouveaux arrivants, pas seulement en fait pour dire qu'on est des entrepreneurs, mais non en fait pour à la fois pouvoir en fait aider les autres, mais aussi passer un message de très 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 positif envers la société. On va être dans des moments très très difficiles, et ça il faut le dire en fait, avec les évolutions politiques sur les droits, les personnes immigrées réfugiées, nous sommes les premières cibles. Et merci de nous le redire. Oui. de sujets, mais ça ne va pas s'arrêter sur ce sujet. C'est vraiment un projet pilote sur beaucoup de droits. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a des personnes réfugiées immigrées parmi nous qui peuvent être vraiment, qui peuvent nous inspirer. Parce que je pense que la société française, allemande, belge n'est pas préparée pour les choses qui vont arriver. Et la bonne nouvelle, c'est que parmi nous, on a des gens qui ont réussi des moments très très difficiles, qui ont en fait cette résilience, qui peuvent nous inspirer à
faire front de manière positive et instructive et résiliente sur quelque chose qui nous attend dans les 2 ou 3 prochaines années. Merci beaucoup, on va rester sur ces mots. Merci beaucoup, Ro. On va pouvoir prendre juste peut-être une question ou 2 maximum avant de clôturer cette table ronde, parce qu'on a une dernière... Oui, je vois une main qui se lève tout là-haut. N'hésitez pas à vous présenter. Merci. Oui. Bonjour, Benoît Midabrio, directeur opérationnel et financier de l'équipe qui soutient la mise en œuvre du projet Parlement des exilés. Donc le Parlement des exilés, Martab en a parlé ce matin. Nous avons la chance d'avoir 4 députés qui nous ont rejoints. Donc je les invite à se lever, Oumit, Rohoula, Jabir et puis Martab. Voilà. Donc... Bravo à eux. On a eu l'occasion d'entendre Matab, effectivement, ce matin, et qui a porté la voix du Parlement. Merci beaucoup. Tout à fait. Si vous avez une juste question. un tout petit propos préliminaire. Effectivement, on construit des politiques publiques d'intégration des primo-arrivants et dont font partie les exilés sans les principaux concernés. Il serait peut-être temps maintenant de les écouter, d'entendre leur savoir expérientiel. C'est eux qui ont traversé des pays, des mers, qui ont laissé leur famille. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais aussi à nous partager et à nous conseiller pour mettre en œuvre des politiques publiques d'intégration qui soient réellement efficaces et adaptées. Je voudrais également dire que notre projet est justement fait pour que les autorités publiques, les décideurs, ceux qui fabriquent les lois, se décident à entendre la voix des exilés. C'est pour cela qu'il y a 17 députés qui ont été élus le 18 juillet dernier par 5370 exilés en France. Et donc le projet dure 2 ans. Et par la suite, peut-être que nos députés pourront accéder à de nouvelles fonctions de plaidoyer, voire même d'accéder à la vie politique, comme vous, chers amis de Berlin. Je vous invite d'ailleurs à faire le lien avec les députés. Voilà, donc c'est un défi. Merci beaucoup, on est ravis que ces initiatives se poursuivent et prennent forme sur la question de la participation, c'est très important. Est-ce qu'il y a une question, et puis on va s'arrêter là, après on va conclure. Merci beaucoup. Alors oui, je voulais juste un constat, des remerciements vraiment à tous pour vos témoignages, vos présentations, et surtout remercier la Fondation BNP Paribas. Alors je suis Gisèle Sandio, je travaille chez BNP Paribas et je vois ce qui se fait en interne, je vois ce que fait la Fondation et vraiment merci de mettre en lumière ce genre d'initiative parce que nous, en tant que société civile, on n'est pas toujours informés, à part ce qu'on voit dans le média, les traversées des mers et vraiment on remercie de mettre en lumière ce genre d'événements, ce genre de... pas à la Fondation de France, au niveau culturel, social, et ce que vous faites vraiment, je pense qu'on peut applaudir la Fondation vraiment pour ce qu'elle fait. Voilà, c'était juste un témoignage. Voilà. Merci beaucoup. Une question, juste ici. On peut en prendre. Oui, bonjour. Élise Plessis, je suis chargée d'accompagnement social en prestataire au niveau du Parlement des exilés. J'ai une question, en fait, surtout à Monsieur Roch, puisque nous savons depuis 2-3 ans que le recul fondamental de l'application du droit au séjour pour les étrangers, qu'ils soient dans des grandes organisations ou même dans des PME, qui fragilisent le monde économique, au-delà même des familles. Et donc, je me demandais à quand une mobilisation du secteur économique. Je m'adresse aussi aux fondations qui représentent les entreprises concernées. À quand une grande mobilisation, un consortium des grandes organisations patronales et économiques pour défendre l'application du droit, puisqu'aujourd'hui, tous les jours, l'État est condamné plusieurs fois par jour pour non-application du droit, pour du plein droit, la régularisation, et donc une perte d'emploi, souvent une perte de droit efficient. Donc voilà, une question peut-être un peu illusoire, mais elle mérite d'être posée, je pense, parce que le secteur associatif et l'engagement de s'en sortir. Merci pour cette question. Allez-y, Bruce, même si ça s'adresse
pas qu'aux entreprises, je pense. C'est pas illusoire du tout. Après, il y a des réalités pratiques sur le terrain et des discussions qui se font à la maille avec les représentants locaux, avec les préfets, hein, notamment, pour faciliter des régularisations quand il y a une urgence, notamment. Ensuite, je pense que les organisations patronales, MEDEF en tête, a bien le sujet dans ces dossiers et a fait plusieurs fois le plaidoyer de faciliter l'accès à l'emploi pour des personnes qui ont le droit de travailler. Merci beaucoup. Peut-être on prend une dernière question, puis on va clôturer. Je sais qu'il y en a encore pas mal. Je ne sais pas qui a levé la main, le premier ou la première, je suis désolée. Bonjour, alors je suis avocate au barreau de Paris et je pense que c'est très intéressant et la fondation BNP Paribas a fait une matinée très intéressante. Cependant, il ne faut pas oublier les avocats qui sont engagés auprès des demandeurs d'asile parce que vous avez utilisé évidemment le mot de réfugié, mais il faut savoir qu'avant d'être réfugié, il y a un énorme parcours à faire et celui qui lui tient la main pendant de nombreux mois, alors aujourd'hui de nombreuses années, on va dire, c'est l'avocat. Et la place de l'avocat aux côtés du réfugié n'est pas oubliée. Alors même si aujourd'hui il y a une défiance envers les institutions et envers les avocats, je crois qu'il faut rappeler que celui qui va s'interposer et qui tiendra la main, quel que soit ce qu'a fait le réfugié, quel était son parcours et qui évitera aussi que le réfugié soit vu comme une main-d'œuvre malléable jusqu'à temps qu'elle ait cette fameuse autorisation de travail, par exemple, c'est encore l'avocat. Donc je pense que nous sommes garants et nous resterons garants, puisque cette convention de Genève, aujourd'hui on n'en parle plus, on ne parle que des OQTF, qui a un OQTF ou pas pour pouvoir être salarié, mais l'avocat est là. Et alors, que ce soit les barreaux de France ou de Navarre, nous avons des ponts avec l'international, il ne faut pas les oublier. Voilà, tout à fait. Je vous remercie de le préciser. Aussi bien pour le contentieux de l'asile que pour tous les autres contentieux, vous êtes aussi de grands défenseurs. Mais oui, alors peut-être, juste une réponse rapide et après on va clôturer. Merci beaucoup. C'est essentiel le sujet des droits et effectivement, il faut saluer les associations, mais aussi les professionnels qui accompagnent. Et de prendre en compte qu'en fait on est en recul sur les sujets de droit. Et je veux revenir en fait sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait tout ça, ça va vers un projet pilote pour que tous les autres perdent le droit. Et donc ça c'est hyper important. Il y a 5 ans, on travaillait vraiment, notre problème c'était la régularisation. Aujourd'hui, notre problème c'est le renouvellement. C'est-à-dire en fait combien on a reculé, c'est-à-dire des gens qui ont en fait le droit de séjour. Là aujourd'hui la bataille c'est de regagner leurs droits. Si moi j'ai réussi à lancer une fintech, une néobanque sur un sujet parce que je suis appuyé sur le droit au compte. C'est quelque chose qui est heureusement sanctuarisé en France et c'est ça qui nous a donné vraiment le levier auprès de la Banque de France, de la CPR, pour avoir des autorisations. Donc la bataille des droits est essentielle sur ce sujet et pour les autres sujets aussi, c'est transversal. Absolument. Merci beaucoup, Rhône, de nous l'avoir rappelé. Un grand merci à vous 5. On l'a vu, les personnes réfugiées s'engagent, elles s'engagent à tous les niveaux, elles créent, elles innovent, elles entreprennent et elles défendent et pour le bien du plus grand nombre et elles participent à renforcer la cohésion et la stabilité de nos sociétés et elles deviennent aussi des citoyens et des citoyennes à part entière, des citoyens et des citoyens européennes. Un grand merci à vous tous, mais pour aller plus loin, eh bien, dans ce climat polarisé, il faut aussi s'atteler à un autre chantier. S'interroger sur la fabrique de nos perceptions, de nos récits. Nous sommes sans doute à un point de bascule sur la question de notre regard sur les migrations. Il reste beaucoup à faire, c'est un enjeu central, cette représentation. Donc pour en discuter, nous allons laisser la place à nos collègues, à 2 spécialistes, un grand reporter, Mortaza Beboudi, et un photojournaliste, Édouard Elias, et bien sûr à toi Isabelle, la place est à vous.